Paul, 5e saison au club. Connais-tu les classements de l'équipe lors des 4 précédentes? Ouais, c'est question piège. Ma première saison en 2014-2015 finit 7e. Ouais. La deuxième, lors de ma grosse blessure au genou, je pense qu'on doit terminer 15e, quelque chose comme ça. 12e. 12e, avec Frédéric Hans. Exact. Troisième saison, on termine avec Jean-Louis Gasset, on termine pas terrible. On termine 16e, 15e. 15e. Et voilà. Et la saison dernière, on finit 10e. C'est ça. Avec pendant une bonne partie de la saison une place sur la première partie du tableau. Donc c'est ce qu'il faut reproduire cette année et y rester surtout. Bon, mais pour viser un peu plus haut l'objectif du club, l'accent a été mis sur le côté offensif. L'an passé, il avait fallu resserrer les boulons derrière. Dans ce contexte, et sachant tout ça, comment tu juges le début de saison de l'équipe? Encourageant, avec donc des recrues, surtout sur le plan offensif. Ça a beaucoup changé à l'intersaison. Donc évidemment, il y a un temps d'adaptation pour les joueurs qui arrivent, c'est normal. Et il faut trouver les automatismes, les enchaînements dans le jeu pour que ce soit de plus en plus fluide et trouver un équilibre pour être une équipe difficile à battre et une équipe, je pense, qui peut poser des problèmes à pas mal d'adversaires cette saison. Sais-tu combien de matchs tu as disputé sous nos couleurs et ton nombre de buts marqués? Non, je sais que j'en ai fait plus de 100, mais je n'ai pas le nombre exact. Et en termes de buts, je pense que je dois être à 6. Exact, 6 buts, 114 matchs. 114 matchs, 6 buts. Voilà. Saint-Etienne, Bordeaux, Paris, Nantes, Marseille, Angers. Tu aimes bien les belles affiches pour marquer. Bon, quelle est la particularité de ces buts? C'est souvent des buts qui ont permis de gagner, surtout, donner la victoire à l'équipe. Je pense qu'à chaque fois que j'ai marqué, l'équipe a gagné. Donc c'est évidemment le plus important parce que marquer un but mais perdre, ça ne fait pas avancer le schmilblick, comme on dit. Et à chaque fois que j'ai marqué, on a eu la chance de gagner. Donc c'est des buts qui sont importants dans la construction d'une victoire. Donc c'est bien. Après, évidemment, j'ai souvent marqué lors de belles affiches. Les matchs qu'on a gagnés, que ce soit Paris, Bordeaux, Saint-Etienne, ouais, Nantes, Marseille, Angers. Donc à chaque fois que je marque, on gagne. Donc c'est ça le plus important en fait. Mais j'espère marquer plus parce que forcément, quand on marque, on a plus de chances de gagner. Ça, c'est logique. Donc un de mes objectifs, c'est de marquer un petit peu plus. Malgré ma position souvent assez défensive sur le terrain. Bon, c'est souvent des beaux buts aussi. Et la particularité, c'est que ce sont que des buts à domicile. C'est vrai. C'est vrai, j'aime bien marquer à la Mosson, devant notre public. C'est toujours plus agréable de marquer devant son public qu'à l'extérieur, parce que quand tu marques et qu'il n'y a pas d'ambiance, ou que tu es sifflé, en termes d'émotion, c'est pas terrible, alors qu'à domicile, tu as tout le public qui se lève, tu as les cris des enfants, et c'est une sensation plus agréable, je pense, de marquer à domicile pour tout joueur que de marquer à l'extérieur, même si c'est toujours une sensation très, très agréable de marquer. Bon, un petit but à Reims ce samedi pour ouvrir ton compteur à l'extérieur sous nos couleurs, c'est envisageable? Et entretenir la dynamique de la victoire à Amiens et du nul contre Saint-Etienne? Tout est envisageable. Si j'ai l'occasion de marquer, je ne vais pas m'en priver, mais ce sera un match difficile. Reims est un promu qui commence plutôt bien la saison et qui est sur une dynamique très positive depuis l'an dernier, puisqu'ils ont survolé le championnat de Ligue 2. Donc ce sera un match difficile, mais si j'ai l'occasion de marquer ou si j'ai l'occasion de faire marquer, ça sera avec grand plaisir, je m'en priverai pas. Dans un système à deux pointes comme avec Laborde et Delors, un peu comme ces derniers matchs, ce qui change un peu des saisons présentes, c'est quoi pour toi? Ça entraîne des changements dans la façon dont tu dois évoluer sur le terrain ou pas? Explique-nous un peu. C'est deux joueurs qui ont la particularité de faire beaucoup d'appels en profondeur, deux joueurs rapides, et du coup qui permettent d'exploiter la profondeur. Alors il faut qu'on s'améliore sur ce point, et puis sans révéler non plus nos secrets d'entraînement ou de tactique, mais ce sont des joueurs qui peuvent nous apporter de la profondeur, donc il faut s'en servir. Et c'est aussi deux joueurs qui nous aident beaucoup sur le plan défensif, parce qu'ils ne sont pas avares d'efforts et ils sont très à l'écoute de ce qu'on peut leur dire sur le terrain pour se replacer avec le bloc équipe pour être le premier rideau défensif et empêcher les adversaires de construire leurs attaques. Donc c'est
deux joueurs précieux. On parle d'eux forcément offensivement, mais ce sont aussi deux joueurs précieux défensivement. Face au Vert, tu as dû sortir en cours de match, c'est-à-dire qu'après le coup de moins bien aussi de l'équipe en général en seconde période face à Dijon, vous n'avez pas encore tout le peps nécessaire pour être à 100% sur les 90 minutes et que la prépa a été axée pour viser encore plus loin que la saison dernière. On rappelle que vous avez flanché un peu dans le Money Time, c'est un peu comme ça qu'on peut l'expliquer ou quelle analyse tu fais? Non, évidemment, il y a eu la préparation physique, il y a eu aussi une canicule à Montpellier début août qui a beaucoup puisé dans les réserves et abîmé un petit peu les organismes. Donc c'est normal qu'il y ait des niveaux de forme à régler, à corriger un petit peu. Et puis après, il y a les choix du coach. Mais voilà, ça s'explique comme ça. Après, pas de problème. On continue de bien travailler, on est plutôt bien. On fait un début de saison quand on analyse correct. Donc il faut s'appuyer là-dessus et continuer. Et puis physiquement, on va tous monter en puissance au fur et à mesure. Tu as franchi un palier la saison passée. Que peux-tu faire de plus que tu ne faisais pas déjà? Et peut-être qu'il y a des choses nouvelles que tu fais depuis cette intersaison pour arriver à décrocher une place européenne ou un trophée au niveau collectif et passer du statut de très bon joueur de Ligue 1 à excellent joueur de Ligue 1 cette année par exemple. Individuellement, en termes de statistiques, peut-être, marquer plus de buts, faire plus de passes décisives, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, dans le monde du foot moderne, les statistiques individuelles comptent beaucoup, mais donc ça, c'est un objectif individuel. Après, récupérer plus de ballons, être plus judicieux dans les choix offensifs pour servir les attaquants ou milieu offensif dans les meilleures conditions. Il y a toujours des choses à améliorer sur tous les aspects. On n'est jamais parfait nulle part, donc il faut toujours essayer de mettre une petite pierre à l'édifice sur chaque aspect du jeu. Et au milieu de terrain, Dieu sait qu'il y a beaucoup d'aspects à travailler, la vision du jeu, l'agressivité, le placement pour empêcher les trajectoires de passe adverses de nous perforer. Il y a beaucoup d'aspects, le jeu offensif, donc c'est autant de points à travailler tous les jours, donc ça ne se fait pas en un jour, mais je peux progresser encore sur tous les aspects, donc c'est ce qui fait qu'on continue aussi et qu'on s'accroche pour progresser. Et puis après, d'un point de vue collectif, évidemment, c'est avec nos recrues, faire mieux que la saison passée, être plus efficace offensivement, collectivement et continuer à bien défendre. Bon, la facilité dans la vie de tous les jours ou même dans le football, c'est de vivre un peu sur ses acquis, d'autant plus qu'on est depuis un moment dans un club, plusieurs années, mais on voit que le staff ne ménage pas ses moyens pour vous faire progresser. Il y a la technologie qui évolue aussi. Que peux-tu nous dire sur ces choses qui vous sont utiles au quotidien, que ce soit toi dans la vie de tous les jours ou même ici au centre d'entraînement par exemple, qui a évolué depuis petit au club? Déjà, la première chose, c'est que si on arrête de travailler ou de vouloir progresser, on commence déjà à régresser. C'est une règle absolue dans le football ou même dans la vie normale. Dans le travail, c'est comme ça. Et il faut toujours avoir envie de s'améliorer. Et évidemment, le staff fait pas mal de choses pour nous permettre de nous accompagner là-dedans. Évidemment, il y a le support vidéo pour corriger les aspects qui n'ont pas été lors des matchs. Il y a les tests de début de saison qui nous ont servi aussi, puisqu'on a un travail individualisé, chaque joueur, une fiche à faire avant et après les entraînements pour justement travailler nos points faibles, entre guillemets, ou nos points moins forts, pour essayer de monter les niveaux un peu partout. Voilà, il y a plein de choses. Il y a après le staff médical qui est là pour soulager des courbatures, des douleurs, pour nous permettre d'être à 100% lors des séances d'entraînement et lors des matchs. Donc c'est un petit milieu qui vit assez dans cette bulle un peu fermée, mais on travaille bien. Il y a beaucoup de communication entre tous les pôles, disons, du staff professionnel. Donc c'est bien. L'important, c'est la communication pour avoir les ressentis des uns et des autres et être intelligent là-dessus. L'arbitre a été trop mis en lumière ce soir avec l'arrivée du VAR ou de la VAR, je ne sais pas. Tu ne devrais pas avoir à tenir de tels propos à la suite d'un match cette saison. Comment tu le vois cette arrivée du VAR justement et de la vidéo en général? C'est sûr que cette vidéo elle fait polémique parce qu'on a l'impression que c'est pas forcément très au point, ou tout du moins que les règles ne sont pas encore très, très bien assimilées par tout le monde. On ne sait pas vraiment dans quelles conditions c'est vraiment utilisé. Et en plus à chaud pendant le match, on ne sait plus quoi. On ne sait plus quand est-ce qu'ils peuvent faire appel à la vidéo ou pas.
Donc c'est un petit peu flou encore, mais pour l'instant, franchement, on n'a pas été trop impacté par ça. Donc pour l'instant, personnellement, je n'ai pas à m'en plaindre. Après, si ça peut donner une certaine justice au football, pourquoi pas, mais sur certains matchs, j'ai pu voir que ça prenait du temps à chaque fois d'aller analyser la vidéo, ça casse le rythme du match, donc ça met un suspens dans le match qui est un peu dommage. Mais on sera bien content d'avoir le VAR s'il y a un but qui nous est refusé, puis finalement validé. Et puis à l'inverse, on sera déçu et très en colère si c'est dans le sens inverse. C'est forcément. Donc voilà, c'est un avis mitigé pour l'instant en tout cas. Tu tiens une chronique hebdomadaire sur une radio nationale. Je crois savoir pour parler du quotidien d'un footballeur sur une saison. Tu es davantage présent sur les réseaux sociaux. Est-ce une envie, comme on a tous, celle de partager notre quotidien aux proches et aux fans, pour vous les joueurs? Aujourd'hui, ça devient une obligation d'exister entre guillemets médiatiquement et aux yeux du plus grand nombre sur les réseaux. Comment tu vois ces phénomènes et comment tu l'appréhendes-tu? À la base, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un de très axé sur les réseaux sociaux, sur le fait de dévoiler une partie de sa vie privée en tout cas. Et ça me dérangeait un peu, mais je me rends compte que dans cette société, dans le sport que l'on fait, c'est important de partager certaines choses avec le public, avec les fans du club. Et ça fait partie certainement de l'avenir de ces prochaines années, les médias, les réseaux sociaux et tout ce qui est autour de ça. Et donc je commence à m'y mettre un petit peu. Après, le fait d'être sur une radio nationale, c'est autre chose encore. C'est une diversification, on va dire, de ce que je peux faire hors de mon activité de footballeur professionnel. Et puis voilà, tout ça est aussi dans une idée de plus tard peut-être de reconversion, commencer à préparer le terrain de tout ça, puisque c'est aussi par ces réseaux qu'on met un peu la lumière sur soi, et dans ce milieu c'est important de ne pas être toujours dans l'ombre. Donc déjà qu'au milieu de terrain parfois on fait un travail de l'ombre, on ne nous voit pas beaucoup, il faut qu'on puisse nous voir un petit peu ailleurs, mais non, voilà, après je prends ça avec beaucoup de tranquillité, de légèreté, c'est secondaire, bien secondaire. L'activité principale qui est mon métier de footballeur, est-ce qui prend 80%, 90%, voire 95% de mon temps. Et puis voilà, quand il y a des petites pauses, on peut se permettre de faire un petit peu ça, mais c'est secondaire. Laurent Pagani, le commentateur à bord terrain de Canal, s'y est mis aux réseaux sociaux. Bon, il fait déjà de la télé, il est dans un média. Il faisait l'autre jour une vidéo rigolote sur les notes des joueurs, en disant qu'à son époque, certains ouvraient le journal le lundi pour savoir s'ils avaient été bons le dimanche. Les joueurs attachent-ils tous de l'importance à ces notes dans les médias? Et toi justement, tu parlais de ces notes dans ta chronique RTL. Je pensais qu'un jour tu avais été meilleur qu'un autre et les notes étaient inverses. D'une manière générale, ces notes, est-ce que vous y attachez de l'importance? Et le fait qu'ils disent qu'il y en avait à l'époque qui devaient ouvrir le journal pour savoir s'ils avaient été bons, c'était assez rigolo. T'en penses quoi de manière générale tout ça? Non, je pense que chaque joueur est différent avec ça. Je pense qu'il y en a qui sont très attachés parce que ça les rassure, ou au contraire ils ont besoin d'avoir l'avis d'un œil extérieur pour savoir un peu la tendance. C'est humain. Après, j'avais eu tendance à dire lors de ma chronique que quand tu as été bon, quand tu sais que tu as été bon, tu as tendance à ouvrir le journal, et quand tu sais que tu as fait un match médiocre, tu laisses le journal de côté pendant plusieurs jours et puis tu penses à autre chose. Mais après, oui, forcément, on fait un métier de lumière, de spectacle, donc il y a forcément le public, les médias qui observent et qui analysent et qui notent, donc ça fait partie du jeu aussi. On peut pas tout avoir et ne pas se faire critiquer. Voilà, ça fait partie du métier. Mais non, il n'y a pas. En tout cas pour ma part, j'attache pas une importance particulière à ça, parce que avec l'expérience et avec les années, on sait quand on a été bon, quand on a été moins bon. Et on sait que le football, c'est un éternel recommencement chaque semaine, chaque week-end. Et c'est d'un week-end sur l'autre, ça peut changer. Donc c'est bien le dimanche matin quand on a fait un bon match, voilà, avec le petit croissant. On regarde la note, on est content, puis voilà, après, on passe à autre chose. Sens-tu depuis le début de saison que tu évolues dans le pays champion du monde de football, au niveau de la passion? Et y a-t-il de l'excitation de savoir que tu vas croiser le fer avec certains d'entre eux qui évoluent à Paris, Marseille, Lyon ou ailleurs même? Alors honnêtement, je ne sens pas
ferveur particulière post-Coupe du Monde. Ça n'a pas changé grand-chose sur Montpellier, j'ai l'impression. J'ai l'impression que on est déjà un peu passé à autre chose. Les joueurs qui sont devenus champions du monde sont retournés dans leur club et refont ce qu'ils faisaient la saison dernière. Mais évidemment, ce qui est plus intéressant, c'est de savoir qu'on va jouer contre certains d'entre eux. Une certaine fierté de dire qu'on va jouer contre des champions du monde. Ça montre qu'on a nous aussi un certain niveau pour jouer contre ces joueurs-là. Et c'est ça qui est gratifiant. Et après, dans la vie de tous les jours, j'ai l'impression que la ferveur qui nourrissait un peu les rues de la France entière est un petit peu retombée depuis. Bon, en guise de conclusion, natif de Paris, si tu n'avais pas de match, que tu ne devais pas t'entraîner, est-ce que tu paierais ta place pour aller voir jouer Neymar, Mbappé, Cavani au Parc des Princes? Alors petit oui, parce que je sais que quand j'étais petit j'allais au Parc des Princes avec mon père et c'était toujours avec des étoiles dans les yeux et j'ai beaucoup de beaux souvenirs de cette époque-là. Alors si à l'époque il y avait eu Neymar, Cavani, Mbappé, certainement encore plus. Mais aujourd'hui en tant qu'adulte, je ne sais pas si j'aurais la même excitation à aller voir un match au Parc des Princes. Mais si je suis de passage à Paris et qu'il y a un beau match au parc, c'est toujours avec plaisir que je vais au Parc des Princes, donc pourquoi pas. Go, go.